elle est jordanienne et arabophone, originaire de la Palestine, d'où une partie de son intérêt pour travailler dans des contextes de mobilité forcée et la vie dans les camps de réfugiés. Voilà, Amal, je vais te laisser la parole et n'hésitez pas l'intervention d'Amal et même après à intervenir via le chat et Coraline prendra toutes vos questions et ça nous permettra d'échanger par ce biais-là. Merci beaucoup, Amal. Bonjour à toutes et à tous, contente de faire partie de ce webinaire et je remercie les organisatrices Alice et Coraline de m'y avoir invitée. Malgré la distance et le fait que je ne vous vois pas, j'espère que nous aurons un bon moment d'échange à la fin de ma présentation. Comme Alice vient de le dire, j'ai soutenu en décembre dernier une thèse sous la co-direction de Valérie Spait et Jean-Patrick Guillaume. Avant de commencer, je voudrais partager deux petits mots sur mon sujet de recherche. Je me suis intéressée à l'étude microsociologique des expériences vécues par les Syriens habitant dans le camp de Zaatari en Jordanie. J'ai cherché à comprendre la réalité langagière et éducative de l'intérieur selon une approche phénoménologique se basant sur les points de vue des habitants. En m'appuyant sur des entretiens compréhensifs et des dessins réflexifs réalisés par un nombre de participants, majoritairement étudiants, ma recherche s'est co-construite dans le camp autour de deux axes principaux. D'une part, autour des nouvelles pratiques langagières émergeant dans le camp, et d'autre part, autour des représentations qu'ont les Syriens des langues qu'ils apprennent. Ma présentation aujourd'hui est donc tirée des résultats de ma recherche doctorale. Elle interroge en particulier l'impact de la présence humanitaire dans le camp de Zaatari sur l'intérêt des réfugiés pour apprendre les langues et notamment l'anglais. Par présence humanitaire, j'entends principalement le HCR ou le Haut Commissariat des réfugiés, les organisations non gouvernementales ou les ONG, les bailleurs de fonds et les délégations internationales. Bien que la présence de l'ensemble de ces acteurs humanitaires soit indispensable dans un camp de réfugiés où les habitants dépendent au moins partiellement des aides fournies, je vais montrer qu'elle n'est pas sans conséquence sur le rapport aux langues et sur l'évolution de l'identité linguistique des réfugiés. La première partie de ma communication se penche sur ce que j'appelle les deux paradoxes de camp. Je tenterai de répondre à la question suivante. Pourquoi des réfugiés syriens arabophones qui ne parlaient pas d'autres langues que l'arabe en Syrie expriment quasiment tous une volonté importante pour apprendre au moins l'anglais dans un camp de réfugiés en Jordanie, un pays lui-même arabophone? À travers quelques extraits de récits et de dessins réalisés par les étudiants, selon une consigne précise, j'expliquerai ensuite comment cette nouvelle socialisation langagière à l'anglais a influencé les représentations langagières des réfugiés, notamment à l'égard de l'arabe, leur langue maternelle. Puis, je terminerai en mettant rapidement l'accent sur l'émergence de phénomènes d'alternance codique appelés arabizi parmi les jeunes syriens. Pour mieux contextualiser mes propos, il faudrait souligner que cela fait bientôt 10 ans depuis le début de la crise syrienne. La Syrie compte aujourd'hui plus de 5 millions de réfugiés, environ 1 million de déplacés internes, de centaines de milliers de morts, de dizaines de milliers de disparus, des prisonniers et d'exécutés dans les prisons du régime syrien. J'aimerais juste rappeler que la plupart des Syriens ont fui leur pays vers les pays frontaliers, dont la Turquie, le Liban et la Jordanie. Pour répondre à l'arrivée de plus d'un demi-million de personnes, la Jordanie a construit une urgence, le camp de Zaatari. Zaatari est devenu le plus grand camp de réfugiés au Proche-Orient, avec aujourd'hui plus de 98 000 personnes, dont 79% viennent de Deraa, une ville, elle est là, une ville agricole au sud-est de la Syrie, à quelques kilomètres de la frontière jordanienne, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Cette information est importante dans ma recherche, car au-delà du fait que le régime syrien a une forte idéologie monolingue arabophone, les Syriens de Deraa viennent d'un milieu populaire d'agriculteurs qui n'ont pas toujours accès à la vie culturelle syrienne et encore moins à l'enseignement-apprentissage des langues étrangères.
Sur le plan linguistique, l'arabe, avec ses deux variétés orales et standards, constitue donc la seule langue parlée par les habitants de Der'a, la langue de communication et d'interaction. Les deux paradoxes que je vais aborder maintenant expliquent une partie la vie dans le camp ayant rendu l'anglais nécessaire aux Syriens. Le premier paradoxe réside dans le fait que l'arabe représente la langue des administrés syriens vivant dans le camp, alors que l'anglais est la langue de travail de l'administrateur de camp. Bien que Zaatari soit co-administré par la Jordanie et le HCR, c'est bien ce dernier qui est le responsable, le principal organisme fournissant une protection et une assistance aux réfugiés. Comme vous pouvez le lire dans l'extrait de récit d'Asma, une enseignante syrienne dans une ONG, elle insiste sur le fait que parler ou apprendre l'anglais est devenu une obligation, puisqu'il représente la langue des responsables du camp. En effet, le HCR apparaît ainsi comme un état de substitution ou un état d'exception, et par conséquent, ce sont ces politiques linguistiques qui sont adoptées. Bien que celle-ci insiste sur le multilinguisme, c'est l'anglais et non pas l'arabe qui est utilisé comme langue de travail du HCR à l'intérieur de Zaatari. Amer, un habitant du camp, confirme dans son récit, que je vous laisse lire, que même le personnel arabe de HCR communique en anglais. L'anglais devient donc essentiel aux yeux des Syriens en raison de la place qu'il a en raison de la place qu'il a en tant que la langue de l'administration. Le degré d'excellence des Syriens est mesuré, comme le souligne Ahmed dans son récit, par le fait de pouvoir ou non s'exprimer en anglais. Cela a donné donc à cette langue un statut supérieur à celui de l'arabe, leur langue maternelle. L'anglais devient ainsi la langue de pouvoir aux yeux des Syriens. Le deuxième paradoxe qui a donné à l'anglais une place importante est le paradoxe entre la diversité internationale dans le camp et ses contraintes de mobilité. Bien qu'isolé en plein désert jordanien et soumis à de grandes restrictions de mobilité, Zaatari est un endroit où de nombreuses ONG sont présentes. Nous pouvons voir sur cette photo la variété des drapeaux appartenant aux différents pays d'où proviennent les fonds. Par exemple, il existe une forte présence de la Norvège via le Conseil norvégien pour les réfugiés, du Japon avec Japan Emergency, de la France avec Acted, ainsi que de l'Allemagne, du Canada, de la Finlande, de l'Angleterre, etc. Le camp peut être qualifié dans ce sens de pluriculturel, où les personnes issues de divers espaces culturels se trouvent en contact. Pour s'exprimer autrement, si Zaatari est une zone à mobilité restrictive où les réfugiés ont besoin d'une autorisation pour sortir, la présence d'un personnel étranger fait de cet endroit un espace de brassage international. Or, comme très peu de personnel international travaillant dans Zaatari par l'arabe, l'anglais représente la langue de communication avec les réfugiés, souvent par l'intermédiaire des traducteurs ou du personnel jordanien. En plus du personnel international, Zaatari a beaucoup attiré l'attention depuis sa création en 2012. Différentes délégations, chercheurs, donateurs, journalistes, artistes, sportifs, ambassadeurs, photographes viennent visiter le camp à tel point que certains réfugiés les perçoivent comme des touristes. Puisque ces visiteurs utilisent également l'anglais comme langue de communication, cela a amené certains Syriens à l'apprendre. Mais l'analyse des entretiens montre que ces rencontres n'amènent pas systématiquement à des échanges intersubjectifs ou interculturels, parce qu'ils sont souvent soumis à des rapports de force et limités avec une certaine hiérarchie, où les Syriens prennent le rôle de l'informateur et répondent uniquement aux questions qu'on leur pose ou impose. Je souhaite aborder maintenant le rapport des Syriens aux traducteurs. En effet, l'analyse a montré que l'une des raisons pour apprendre l'anglais est de pouvoir communiquer avec le personnel international sans la présence des traducteurs. Mais pourquoi cette volonté?
D'abord, pour éviter la gêne provoquée par la présence d'un tiers, l'interprète en l'occurrence. Mahmoud, comme beaucoup d'autres, ressent cette gêne et souligne que la communication directe avec le responsable lui permet de dévoiler ses sentiments, d'expliquer ses problèmes ou de parler de ses maladies et qu'il sera gêné de transmettre ces informations en présence d'un tiers. En outre, la communication directe conserve, selon lui, le temps émotionnel des messages et permet aux responsables de mieux sentir les besoins évoqués, car traduire les mots, mais aussi les émotions des réfugiés n'est pas un travail simple à effectuer. Je vous laisse également lire cet extrait de son récit. Cette gêne peut s'expliquer par le fait qu'un interprète est avant tout une personne arabophone ou arabisante qui comprend la langue culture des réfugiés. Sa présence peut être perçue comme étant porteuse d'un jugement de valeur. Le deuxième élément du rapport aux interprètes ayant favorisé l'apprentissage de l'anglais est le manque de confiance envers les traducteurs. À travers les entretiens, beaucoup d'habitants ont déclaré qu'il y avait un manque de confiance envers les Jordaniens ou les Syriens. Ibrahim, un étudiant syrien à l'intérieur du camp, a confirmé ce constat. De plus, la plupart des Syriens ont l'impression que les messages traduits ne sont pas toujours corrects, ce qui, selon lui, peut affecter les services demandés. Voici également un extrait de récit de Salim, un Syrien qui travaille avec une ONG et qui décrit ce point de vue. L'anglais devient ainsi une langue de mise en confiance pour les réfugiés. Outre la question des traducteurs, le marché de travail des ONG a participé au façonnage de l'anglais aux yeux des Syriens. Ces derniers se sont intéressés à l'anglais pour des besoins principalement économiques. En effet, l'anglais est devenu un métier à part entière dans le camp et la demande des ONG pour cette langue est assez élevée. Le peu de Syriens qui maîtrisent à peine l'anglais est immédiatement recruté. Avec le temps, les Syriens se sont rendus compte des avantages économiques que l'anglais peut leur offrir. Je vous laisse également avec cet extrait de Mohannad, un chef de centre communautaire d'une ONG à Zaatari. Par ailleurs, le marché de travail des ONG a consciemment adopté certaines mesures en faveur de l'anglais. Par exemple, le suivi des cours en anglais pour les employés syriens est devenu obligatoire. Il en va de même pour les dossiers de candidature qui doivent désormais être rédigés au moins en anglais. La même situation s'applique aux entreprises où une bonne partie est conduite en anglais, même si le poste n'exige pas de compétences particulières dans cette langue. Les Syriens qui ne parlent pas anglais doivent montrer d'autres compétences et expériences acquises pour être recrutés. Cette situation amène à ce que les locuteurs anglophones parmi les Syriens acquièrent avec le temps un statut privilégié et deviennent les porte-parole ou les représentants des réfugiés. Ce rôle dynamique est souhaité par plusieurs personnes puisqu'il les expose aux caméras des journalistes, aux microphones des colloques, au va-et-vient dans le camp, en Jordanie et parfois même à l'étranger. Mariam parle, par exemple, raconte avec enthousiasme son expérience de voyage. Au-delà de son utilité professionnelle, l'anglais comme langue internationale dans le camp donne aux réfugiés la possibilité de communiquer avec un large public. Certains ont recours à l'anglais pour transmettre, par exemple, leur message vers l'extérieur. La photo ici du vélo d'un réfugié est à cet égard illustrative.
Cette personne espère que sa demande ou son besoin de réinstallation soit entendu. C'est ce type de demande qui peut également motiver les résidents d'apprendre cette langue. Par ailleurs, l'apprentissage de l'anglais comporte pour certains une valeur symbolique pour partir du camp vers un autre pays. Ce constat est confirmé dans plusieurs dessins, comme dans celui de Nesrine, où l'anglais représente le chemin qui amène à plus de stabilité vers d'autres pays. Dans son commentaire au dessin, elle dit par exemple: j'ai dessiné la langue anglaise et je l'ai symbolisée par le chemin. La couleur verte parce que j'aime le vert et c'est à mon avis la couleur des plaines. Et le chemin, c'est ce qui nous aide à arriver n'importe où. Ainsi, l'anglais est le chemin plat. Cette représentation peut se comprendre en lien avec la politique jordanienne. En effet, la Jordanie n'est pas signataire de la Convention de Genève 1951 et ne reconnaît donc pas le statut des réfugiés. Les Syriens vivent ainsi en permanente instabilité car ils sont temporairement accueillis dans le camp et leur situation peut changer à tout moment selon l'actualité politique. Rabab, de son côté, voit dans l'anglais une langue d'ouverture et d'espoir. Elle se présente à droite dans son dessin, sous la lumière, à côté d'une table avec 2 livres symbolisant l'arabe, la lettre A, et l'anglais. Dans son commentaire, elle insiste d'abord sur le fait que l'anglais, c'est la langue internationale, d'où sa représentation d'un globe à côté de la table. L'anglais devient pour cette réfugiée un outil de résilience parce que c'est une langue qui la renforce de l'intérieur. D'après Rabab, l'anglais lui donne accès au savoir, mais également à l'espoir de partir du camp. Ainsi, elle décrit l'anglais comme étant la langue qui lui permettra d'aller plus loin et elle la représente en bleu parce que, je cite, le ciel est bleu et notre ambition est d'apprendre l'anglais pour arriver à quelque chose de plus élevé, car je voudrais arriver plus loin. Sur une autre échelle, j'aimerais revenir maintenant sur le rôle éducatif que jouent les ONG dans la sensibilisation langagière à l'anglais. En effet, l'accès à l'enseignement supérieur représente un rêve pour la plupart des élèves syriens et qui leur offre de nouveaux horizons dans la vie. Depuis 2015, ce rêve est devenu possible grâce à la mise à disposition de bourses. Ces dernières représentent à leur tour le seul moyen d'inscription à l'université pour la plupart des Syriens, considérés comme des étudiants internationaux pour la Jordanie et non pas des étudiants réfugiés, et doivent donc payer des frais d'inscription très élevés. L'un des principaux programmes de bourse est celui de DAFI, un programme financé par le gouvernement allemand et administré par le HCR. Mais le nombre restreint de bourses a conduit le HCR et ses partenaires à imposer des critères stricts d'attribution. Parmi ceux-ci se trouve la nécessité d'obtenir une moyenne élevée au bac jordanien et la maîtrise de l'anglais. En effet, les étudiants doivent soumettre une candidature accompagnée d'une lettre de motivation, toutes deux rédigées en anglais et adressées au HCR. Les étudiants choisis passent ensuite un entretien en anglais. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que la présence de bourses a sans doute sensibilisé les étudiants à l'importance de l'anglais et a motivé beaucoup d'autres à l'apprendre. Or, si ce type de critères avait pour objectif de rendre les étudiants plus autonomes, il semble encore loin de l'atteindre. L'analyse des récits a montré que beaucoup d'étudiants ressentent une insécurité linguistique en anglais, amenant certains élèves au décrochage scolaire. D'autres se font aider pour remplir les dossiers de candidature et d'autres encore mémorisent les questions-réponses pour tenter de passer l'entretien de distribution des bourses. De plus, dans l'état actuel, ces bourses créent une forme d'inégalité sociale entre les élèves qui n'ont pas tous des conditions d'éducation favorables et beaucoup d'entre eux doivent travailler pour soutenir leur famille. Il est clair, d'après ce qui précède, qu'une politique de sensibilisation à l'anglais se met graduellement en place. Cette tendance, même si elle n'améliore pas encore le niveau de la majorité des élèves qui souhaitent apprendre cette langue, participe fortement à changer leur représentation sur l'anglais et au même titre sur l'arabe. Beaucoup d'ONG à Zaatari offrent par exemple des cours en anglais pour les habitants
alors qu'une seule ONG, à ma connaissance, donne un cours de soutien scolaire en arabe. Comme je viens de le dire, ces conditions de travail et d'études supérieures ont influencé le rapport à l'arabe. Pour Burhan, l'arabe est perçu comme moins important que l'anglais. Osama déclare également que la circulation de l'anglais dans le camp permet à cette langue de devenir une main language plus importante que l'arabe. Osama se base dans sa vision sur le fait que l'anglais devient un élément principal pour le recrutement des Syriens. Il trouve en outre que beaucoup de diplômés en arabe ne trouvent pas de travail, alors que tout diplômé en anglais est rapidement employé à tel point qu'il en manque. Au niveau de l'éducation, plusieurs élèves et parents ont montré une sorte de détachement à l'arabe standard, leur langue de scolarité. Cela peut être expliqué en partie par le contexte politique. L'arabe est effectivement la langue du régime syrien et a souvent été au centre de ses discours politiques et de ses idéologies. L'arabe pour les Syriens, au moins pour certains, est donc porteur de fausses promesses d'arabité, de nationalisme arabe, de corruption, de massacres, etc. Cela est clair dans le récit de Bana, une mère de 2 enfants, qui questionne l'avantage de sa langue arabe à tel point qu'elle raconte qu'elle n'y croit plus. Pendant l'entretien, dans cet extrait de dialogue, elle m'a raconté comment l'arabe standard ne fait pas partie de ses priorités aujourd'hui. Elle n'aime pas, par exemple, savoir que son fils passe son temps à étudier cette langue, alors que l'anglais est beaucoup plus important. Cela est clair également dans le récit de Yassine, étudiant en histoire, fier d'enseigner à son fils l'anglais avant l'arabe standard. La perception que les Syriens ont de l'anglais commence ainsi à changer, passant d'une matière à apprendre à l'école en Syrie à la langue du savoir. Cette lecture peut être dégagée de dessins de Maher, où la tête symbolise l'anglais, perçu comme la langue qui structure la pensée. Maher a aussi laissé un commentaire en anglais, si vous le voyez ici, en marquant que the head symbolic to English language because it's language of structure. La représentation qui se fait de l'anglais peut être expliquée par la place essentielle qu'occupe cette langue dans l'éducation et la transmission de savoir dans les universités jordaniennes. Cette dynamique crée une corrélation entre l'éducation et l'anglais où l'une n'existe pas sans l'autre. Ce dessin de Salwa est également expressif. Cette personne voit dans l'anglais une langue de savoir, mais aussi de mobilité. Perfectionner son niveau en anglais dans l'optique d'obtenir une bourse à l'étranger signifie, comme je l'ai précédemment évoqué, de nouveaux horizons avec plus de stabilité aux étudiants. Ces personnes ne peuvent ou ne souhaitent plus rentrer en Syrie et espèrent obtenir l'asile ailleurs. À la fin de ma communication, je souhaite m'arrêter rapidement sur l'émergence de l'alternance codique, appelée Arabizi, dans les échanges langagiers, notamment chez les jeunes Syriens. Alors que l'analyse interactionniste ne faisait pas l'objet de mon étude, quelques extraits des entretiens m'ont fait remarquer la présence de ce phénomène, déjà répandu en Jordanie et dans d'autres pays au Moyen-Orient. Les jeunes Syriens ont tendance à parler arabizi comme le personnel jordanien qui travaille dans les ONG Azatari, c'est-à-dire un parler qui mélange l'arabe et l'anglais, notamment au niveau lexical. Je partage avec vous cet extrait de mon entretien avec Rabab. Cet élève a eu recours à l'arabizi. En lui posant quelques questions, sa réponse était souvent no en anglais, suivi ou non
par la forme de négation en arabe. Je vais vous le lire. As-tu un problème avec l'enregistrement? No, non. As-tu voyagé à l'extérieur quand tu étais petite? No, jamais. As-tu des amis syriens, mais non en arabe? No. Ta famille parle-t-elle une autre langue que l'arabe? No. Non, non. Et ensuite, elle a commencé à rire. Cette scène avec Rabab m'a inconsciemment dérangée. Je n'aurais pas dû insister sur le non en arabe pour attirer son attention sur sa façon de parler arabisé. Mais je ne comprenais pas au début pourquoi elle me disait le no en anglais alors que le reste de ses ressources langagières était en arabe. Avec le recul et l'analyse, je me suis rendu compte de messages que Rabab voulait consciemment ou non me transmettre. Il est d'abord possible qu'elle ait adopté de nouveaux comportements langagiers pour parler arabisé. Mais si on remarque le premier nom, le premier no en anglais, elle le fait suivre de sa traduction en arabe. Je vois plutôt cette scène comme une volonté de sa part de me montrer qu'elle sait parler anglais. Puisqu'elle fait un entretien sur son parcours langagier, elle s'est inconsciemment dit qu'elle devait prouver qu'elle parlait anglais. Toutefois, elle cherche aussi à parler avec moi comme elle a l'habitude de le faire avec d'autres Jordaniens dans le camp ou comme elle les voit en train de se parler arabisé entre eux. Ces rires à la fin semblent vouloir cacher sa gêne de fait qu'elle a compris que j'avais compris qu'elle utilisait l'arabisé d'une façon selon ma perception artificielle, ce qui était peut-être la raison qui m'a dérangée au début. Mais ces rires peuvent également cacher sa gêne de mon comportement maladroit, puisqu'il est possible qu'elle cherchait une certaine visibilité sociale. Rabab avait peut-être espéré que je voie dans son parler une compétence langagière qu'il a valorisée. J'ai également noté dans mon cahier d'entretien que 3 personnes ont essayé de me saluer à la jordanienne. Hi, comment ça va? Hello Amal, ça va? Hi, what's up? All is good. Une autre personne m'a demandé si je voulais un coffee break après un entretien. Ces formules bilingues ne m'auraient pas marqué si la conversation se déroulait avec des Jordaniens. Mais le fait que les Syriens azatari ne parlent généralement pas anglais, ces formules ont rapidement résonné dans ma tête. L'usage d'arabizi parmi les jeunes montre en effet l'intérêt de certains jeunes de vouloir appartenir à une classe perçue comme supérieure, comme les employés jordaniens qui ont tendance à parler le arabizi. Je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse de l'émergence de ce phénomène, mais je peux en parler davantage lors des questions. Pour conclure, il faudrait rappeler que vivre dans un camp de réfugiés est un combat quotidien pour les habitants. Des tensions politiques et des rapports de force existent également. C'est dans ce sens que leur mobilité forcée représente une situation migratoire, une transformation radicale de mode de vie dans lequel ces personnes doivent réinventer leur façon d'habiter, leur relation à l'autre, leur mobilité. Et comme nous venons de voir, ce qu'ils réinventent aussi, c'est leur rapport aux langues, ainsi que la manière dont ils les pratiquent dans le camp. J'espère avoir réussi dans cette courte présentation à montrer au moins partiellement quelques aspects de la vie azatari, qui a donné à l'anglais une certaine importance par rapport à l'arabe et a ainsi participé au changement de l'ordre langagier et des représentations que les habitants ont de ces 2 langues. L'anglais est devenu aux yeux des Syriens une clé de réussite, un meilleur gagne-pain que l'arabe, un passeport, la langue de prestige et d'éducation. Cette situation n'est pas spécifique à Zaatari et reflète, comme le précise l'anthropologue Michel Agier, la situation langagière générale dans les camps de réfugiés de HCR. Le contact entre l'anglais et la langue des acteurs humanitaires et les langues maternelles des réfugiés détrône celle-ci, comme le paraphrase ce passage. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Amal. Oui, merci Alice. Merci beaucoup Amal pour cette présentation très très intéressante. On a déjà une question, si tu veux bien, 3 questions en fait, 3 sous-questions de James Scott MacDonald. Si ça te va, je te les lis en paquet et puis tu réponds à ce que tu veux. La première, c'est: a-t-on réfléchi à l'idée de demander les connaissances de la langue du pays
pour travailler dans les ONG. La deuxième sous-question de James, n'est-ce pas ironique d'appeler cette bourse Albert Einstein alors que Einstein lui-même parlait mal l'anglais même lorsqu'il était réfugié aux États-Unis? Et troisième sous-question de James, et quelle place pour les langues minoritaires syriennes telles que le kurde? Merci Coraline et James pour ces questions. Je commence peut-être par la dernière question. Les Syriens Zaatari, ils sont tous arabophones à 100%. Les minorités kurdes ne sont pas dans le camp. Donc, je n'ai pas travaillé personnellement sur ces minorités, mais j'ai posé des questions aux Syriens. Et même à Der'a, dans le sud-est de la Syrie, il n'y a quasiment pas de Kurdes. Donc, je n'ai pas travaillé sur cette variété. Pour Albert Einstein, enfin, Daffy, en fait, c'est le financeur, le donateur des bourses. Alors, ils avaient besoin d'un partenaire dans le camp et c'était le HCR qui était le partenaire. Alors, c'est le HCR qui a mis les critères pour l'anglais, peu importe que Einstein parle bien ou pas anglais. La première question, je n'ai pas bien compris la question. Si tu peux me la reformuler, s'il te plaît. La question, la première, c'était a-t-on réfléchi à l'idée de demander les connaissances de la langue du pays pour travailler dans les ONG? Je suppose de valoriser le répertoire je crois. Oui, c'est-à-dire est-ce que j'ai demandé la reconnaissance des langues? C'est-à-dire, est-ce que les humanitaires dans les ONG parlent la langue du pays dans lequel ils travaillent? C'est bien ça la question? Non, je pense pas. Je peux pas te dire étant donné que c'est qu'une trace écrite, mais je crois que si je comprends bien la question de James, c'est est-ce que les personnes qui souhaitent travailler pour les ONG comme les personnes que tu as citées, est-ce qu'on valorise leur langue maternelle? Je pense que c'est ça, ou les langues qu'ils se sont appropriées par diverses. On valorise pas leur langue maternelle si ces personnes ne parlent pas anglais parce qu'ils n'utilisent pas ces langues. Un Italien, par exemple, dans le camp, il va forcément parler anglais. Il va pas parler sa langue. Donc, sa langue, elle est en quelque sorte cachée. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Je pense, oui. Merci. Après, tu as une question de Maud Vado qui te remercie pour ta présentation passionnante. Elle a des questions d'ordre méthodologique pour bien mettre en perspective les résultats présentés. Première question, c'est combien de personnes tu as interrogées? Combien de personnes tu as fait faire des dessins? Comment est-ce que tu les as sélectionnés et quelle tranche d'âge as-tu Merci pour cette question que j'ai attendue. Du coup, j'avais préparé aussi la consigne. Et si vous voyez la consigne que j'ai attribuée à tous les participants, en fait, pour les entretiens, j'ai interrogé 35 personnes. Parmi ces 35 personnes, il y avait 17 personnes qui souhaitaient faire au 18. Mais finalement, j'ai analysé 17 parce qu'il y en a une qui n'était pas lisible. 17 dessins. Et pour les entretiens, ils étaient tous en arabe parlé. Enfin, nous, on parle presque la même langue. Il y a une compréhension à 100%, la variété syro-jordanienne. Et par la suite, j'ai transcrit tous ces entretiens d'1 heure à 1 heure et demie, ce qui m'a donné un corpus de 800 pages à peu près, que j'ai analysé par la suite. Mais ce que j'ai appelé aussi des entretiens un peu périphériques, j'ai fait pas mal des entretiens avec le personnel humanitaire qui travaille dans le camp et les habitants, c'est-à-dire les réfugiés que je voyais au quotidien, ainsi qu'avec le personnel jordanien aussi. Il y avait une autre sous-question de Maud, c'est est-ce qu'il y a des corrélations entre les compétences langagières en anglais des enquêtés et ce qui ressort des entretiens ou des dessins? Est-ce que tu as pu faire un lien dans ta recherche? Entre les compétences langagières en anglais des enquêtés et ce qui ressort des dessins. Est-ce que tu as pu tisser un lien?
pense que oui, certainement. Il y a je connais pas leur niveau en anglais avant l'enquête, mais le fait déjà qu'ils essayent, certains ont essayé par exemple de marquer des commentaires en anglais alors que je leur ai laissé la liberté de choisir la langue qu'ils souhaitent marquer. Par exemple, si on prend ce dessin, il a privilégié d'écrire avec un anglais cassé, alors il aurait pu facilement écrire en arabe. C'est juste vraiment pour insister sur ses compétences langagières ou ses nouvelles compétences langagières dans cette langue. Et il est le seul à avoir choisi la langue. Et c'est vraiment intéressant, le choix de la langue pour commenter les dessins. Parce que leur niveau n'est pas encore sans faute, je peux dire. Enfin, c'est peut-être un 2, mais c'est une amélioration. Et je ne l'ai pas dit peut-être dans l'entretien, dans la présentation, mais le British Council était très présent dans le camp et ils ont publié un rapport qui s'appelle Language for Resilience. Et nous, au DILTEC, en 2019, on a fait une journée d'études où il y avait aussi le chercheur qui a travaillé sur l'anglais aussi dans le camp, enfin, sur l'anglais comme outil de résilience pour les réfugiés, y compris dans le camp de Zaatari, qui s'appelle Tony Capstek. Et le rapport se trouve en ligne. Et il est intitulé Language for Resilience. Ça peut être aussi intéressant, une source intéressante à lire. Ouais, merci. Encore une sous-question, une dernière sous-question de Maud, je te les lis au fur et à mesure. Est-ce que les ONG tiennent un discours particulier sur leurs propres pratiques langagières, notamment sur l'exclusion de l'arabe et de leurs pratiques? Merci pour cette question. Non, je n'ai pas trouvé quelque chose de évident, de clair, un discours officiel de l'ONG sur qu'il faut apprendre, qu'il ne faut pas, par exemple, apprendre l'arabe, pas du tout. C'est vraiment une politique même inconsciente de la part des ONG parce que eux, ils viennent avec leur bagage linguistique, ils parlent tous anglais. C'est la langue de travail aussi. Les réfugiés sont confrontés à ça. Ils souhaitent travailler au sein de ces départements, au sein de ces centres communautaires, on les appelle dans le camp. Alors, ils doivent communiquer avec le personnel étranger qui parle anglais. Et donc, malheureusement, c'est pas l'étranger qui va apprendre l'arabe, alors qu'on peut dire pourquoi pas. Mais puisque le personnel humanitaire, il a des missions, du coup, il va voyager dans le monde, il va pas rester dans le même endroit longtemps. Donc aujourd'hui, il est en Jordanie, peut-être au bout de 4 ans, il sera dans un autre pays. C'est toujours difficile, effectivement, d'apprendre peut-être la langue du pays. Mais non, il ne tient pas, en tout cas pas à ma connaissance, un discours défavorisant, par exemple, l'arabe. Une question d'Amélie Lecomte. Quelle formation compétences linguistiques pour les membres du HCR y a-t-il des arabophones? Merci. Donc, oui, il y a des arabophones puisqu'il y a des Jordaniens. Il y a beaucoup de Jordaniens parmi le personnel local, on l'appelle, pas le personnel expatrié. Le personnel local, souvent, sont des Jordaniens et donc arabophones aussi, et qui travaillent aussi en anglais. Ils parlent entre eux en anglais. Et d'ailleurs, au début de la prison syrienne dans le camp, les Jordaniens commençaient à se parler en anglais pour ne pas pour ne pas faire comprendre les Syriens ce qu'ils disent. Plusieurs récits ont montré aussi qu'il y avait une sorte de... les Syriens se sont sentis un petit peu inférieurs à cet égard-là par rapport aux Jordaniens. Voilà. Alors Amal, il y a beaucoup de questions. J'espère qu'on va pouvoir toutes y répondre. Tu as beaucoup de remerciements aussi, mais je te les laisse les lire par toi-même plus tard. Une question d'Olivier Masse. Parmi tous ces jeunes réfugiés qui désirent si fort apprendre l'anglais, quel niveau de littératie peuvent-ils espérer atteindre? Sait-on combien parviennent à un niveau de compétence qui leur permettrait à leur tour de réellement travailler en anglais? Au final, les y encourage-t-on, les y aide-t-on? Ils espèrent obtenir un niveau qui leur permette de travailler facilement ailleurs, c'est-à-dire à l'extérieur de la Jordanie même, ou de trouver une bourse. On parle de niveau B2.
Souvent, c'est niveau B2 qui est souhaité. Est-ce qu'on les aide? Oui. En fait, il y avait, comme je viens de le dire, notamment le British Council, il a donné pas mal de cours d'anglais à des formateurs syriens, c'est-à-dire former les formateurs pour renforcer le niveau des enseignants syriens dans le camp et leur donner quelques stratégies d'enseignement-apprentissage dans ce contexte. Mais est-ce que la question aussi, est-ce que ça marche? Moi, j'ai assisté aussi à plusieurs cours en anglais où la situation vraiment à l'intérieur ne permet pas déjà, on n'est pas favorable de tout à l'éducation, il n'y a pas d'électricité dans les salles, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas assez de matériel, etc. Et on demande aux élèves d'apprendre tout court. C'est très, très difficile. Beaucoup d'élèves travaillent aussi. À l'âge même pas de 14 ans, travaillent, sortir, aident leur famille. Mais ce qui se passe aussi, c'est que, et là, je ne l'ai pas du tout évoqué dans ma présentation aujourd'hui, mais je l'explique dans ma thèse, il y a une politique, en fait, les ONG majoritairement ont compris que l'anglais amène demande dans leur centre communautaire. Ils ont commencé à utiliser l'anglais comme outil pour faire reconnaître leur centre communautaire. Et c'est assez intéressant, cette politique de concurrence dans le monde humanitaire à l'intérieur d'un camp de réfugiés. Parce qu'au début, je ne me suis pas rendu compte, mais à travers un mot qui s'appelle, c'est une politique qui existe dans les ONG qui s'appelle la mobilisation. La mobilisation, c'est une politique intéressante qui permet aux ONG de contacter les résidents du camp et de leur parler des activités qu'ils ont. Mais donc, il y avait beaucoup de mobilisation pour les cours d'anglais. Et des ONG comme Acted, par exemple, qui n'a rien à voir avec l'éducation et les langues, a donné des cours d'anglais. Pourquoi? Parce que l'anglais amène les réfugiés dans ce centre communautaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire prouver l'importance de son existence en tant qu'une ONG sur place et donc demander aux donateurs ou justifier sa place face aux donateurs et donc dire que nos projets fonctionnent encore et donc continuez à nous donner de l'argent. Et l'anglais était beaucoup utilisé dans ce sens-là. Alors, il y a des cours, mais derrière, est-ce qu'il y a une progression pédagogique dans ces cours? De ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, je n'ai pas assisté à tous les cours, mais il n'y a pas encore le niveau, en tout cas souhaité par les Syriens. Il y a plusieurs cours de niveau 1-1, mais ça va pas beaucoup loin. Il n'y a pas une coordination entre les différentes ONG des cours qu'ils donnent. Chacun donne un peu, il y a une répétition importante des cours de base. Donc, l'une des améliorations pourrait être effectivement ce que, j'insiste sur ce point dans ma thèse aussi, qu'il faudrait une coordination totale au sein aujourd'hui, une dizaine des ONG travaillent sur l'éducation au moins dans le camp. Merci Amal. Une question d'Isabelle Monin qui te remercie et qui te demande est-ce qu'il y a des résistances entre guillemets traditionnalistes vis-à-vis de l'émergence des langues occidentales et leur valorisation sociale? Est-ce qu'il y a eu des réactions hostiles ou suspicieuses par rapport à ta recherche? Par rapport à ma recherche, c'est-à-dire par rapport à moi qui fais ce travail, absolument pas, parce que je fais partie, on peut facilement me prendre pour un réfugié syrien dans le camp. Enfin, je parle la langue, etc. Mais est-ce qu'il y avait une résistance par rapport à la présence de l'anglais, par exemple, dans le camp, si c'est la question? À travers les 35 entretiens, il y avait une seule personne, mais qui était enseignante d'arabe elle-même, qui était très résistante et réticente à la présence importante de l'anglais. Elle parle anglais, elle l'a appris à l'école, elle essaye d'avoir un bon niveau, mais elle est consciente qu'il y a une sorte de déséquilibre qui se passe entre l'arabe et l'anglais. Et l'arabe, je ne sais pas si c'était clair pour vous dans ma présentation, elle a deux variétés. Une variété orale, on parle à la maison, etc. C'est la première variété, c'est pas un code écrit.
Et une autre variété, ce qu'on appelle l'arabe standard, c'est une langue codifiée, la langue de scolarité, etc. Et souvent, on parle de cette langue-là, de cette variété-là, quand je parle de l'arabe, qui ne souhaitent pas l'apprendre. Parce que c'est une langue qu'on apprend aussi à l'école, c'est l'accès pour la littératie, les ouvrages, etc. Et à vrai dire, avec la situation syrienne et la guerre, il y avait beaucoup d'interruptions, enfin beaucoup d'années d'interruptions de l'école. Donc les élèves n'ont pas tous un bon niveau dans leur langue maternelle. Et c'est là où vient cette résistance par rapport à l'anglais. Donc donner ces enfants, offrir à ces enfants des cours dans leur langue maternelle d'abord. Et on sait aujourd'hui en didactique des langues, sans la maîtrise de la langue maternelle, il est très difficile d'apprendre une deuxième langue étrangère. Sans la valorisation de sa propre langue, aussi, il est difficile d'apprendre une deuxième langue. Et là, ce qui se passe dans le camp, c'est que ce n'est pas équilibré. Le nombre important de ONG qui offrent des cours en anglais dépasse celles qui offrent des cours en arabe. Donc, il y a des résistances, notamment parmi les plus âgés. Ce ne sont pas les jeunes, tous les jeunes, parce qu'ils veulent étudier, ils veulent du coup avoir des bourses, ils veulent travailler au sein des ONG et ils veulent partir du camp. Tous ces jeunes, en tout cas, que j'ai interrogés dans le camp, souhaitaient à 100% apprendre l'anglais et par amour. Enfin, on a l'impression qu'il y a une violence symbolique aussi par rapport à cet apprentissage. Merci Amal. Une question de Christine Hello qui aimerait avoir plus d'informations sur l'arabisie. D'où vient ce terme? Qui l'utilise? Est-il spécifique à ce camp? Avez-vous l'intention de faire une analyse de vos données? Dans ma thèse, j'analyse pas mal. J'analyse en tout cas les données que j'ai réussi à dégager des entretiens qui montrent l'usage de l'arabisie. Je pense l'avoir rapidement mentionné dans l'entretien, le arabi et dans ma présentation. Le arabisie, c'est un phénomène qui est déjà répandu en Jordanie, en Égypte, au Liban et dans beaucoup d'autres pays au Moyen-Orient aussi. Arabisie, ça vient de mots, enfin c'est une composition soit de arabe plus anglais et English, donc arabisie, anglais, arabe et anglais, ou arabe easy facile de l'anglais, donc arabe facile, parce que il paraît que c'est plus facile d'intégrer des mots en anglais en parlant arabe. Et donc, il y a pas mal de personnes qui utilisent le arabizi en Jordanie déjà. On parle, comme je vous l'avais mentionné, on peut souvent entendre quelqu'un qui nous salue en Jordanie, à la jordanienne. Hi, how are you? Ça, c'est hi, kifek. Kifek, c'est comment ça va en arabe. Donc, hi, kifek, c'est très, très répandu, ce mélange entre les langues. Mais il est très peu présent dans le camp. En tout cas, parmi les habitants, les vieux, ceux qui sont venus de la Syrie. Il y a beaucoup de résistance. En tout cas, c'est une habitude langagière que ces personnes ne l'ont pas et n'ont pas non plus les compétences. Mais les Syriens, si les jeunes qui sont du coup confrontés à la présence humanitaire et à la présence de personnel jordanien, ils écoutent ce nouveau parler et ils souhaitent limiter aussi, que ce soit pour améliorer leur niveau de langue, parce que c'est vu comme une sorte de pratique aussi de l'anglais, ou comme aussi une façon de, ce que j'ai dit dans ma présentation, une façon d'appartenir à cette classe de la société. Parce que l'émergence, il faut savoir que l'émergence aussi de l'arabisie au Moyen-Orient, elle est d'abord venue au niveau technologique. C'est-à-dire avec les smartphones au début, quand il fallait payer trop cher les messages, les SMS, c'était plus simple d'écrire en alphabet latin, avec les caractères alphabet latin, ça prend moins de place que écrire avec l'alphabet arabe. L'alphabet arabe, un message, je pense, en alphabet latin est équivalent aux 3 messages en alphabet arabe. À l'époque, la technologie ne reconnaît pas cet alphabet. Donc, c'est venu d'ici, l'arabisie. Après, petit à petit, ça a été aussi valorisé beaucoup sur les réseaux sociaux et elle est devenue une langue imparlée, une langue à l'oral.
J'espère avoir répondu à la question. Je pense. Une question de Christine Polo, qui te dit un grand bravo, pardon. Elle te cite en disant l'anglais est plus important que l'arabe standard. La question c'est, l'arabe syrien est donc maintenu comme langue importante ou est-il aussi menacé? Et elle le compare dans une autre question à l'arabe standard en mettant les trois langues en parallèle. Moi, personnellement, je sépare très rarement entre arabe standard et arabe parlé, enfin arabe dialectal. Parce que pour moi, les deux, parlant arabe et je suis arabophone, les deux fusionnent à un moment. On ne peut pas les séparer. Ce sont deux variétés de la même langue. Euh, mais puisqu'on parlait d'un contexte de l'éducation, je voulais être le plus transparente possible dans l'analyse. Et donc, l'arabe parlé, il le parle. Ça ne sera jamais remis en question, c'est-à-dire c'est leur langue. Ils ne peuvent pas parler anglais entre eux à la maison. Donc, je pensais de leur façon de parler que c'était l'arabe standard, en tout cas, qui est mis en question. Mais puisque aussi ces personnes, et il faut le mentionner, ces personnes sont tous musulmans, l'arabe pour eux c'est une langue aussi, je l'ai pas, je sais pas si j'ai une photo ici qui le montre. Par exemple, c'était une langue identitaire. Si vous voyez cette photo ici, l'étudiante qui me l'a dessinée, voilà, l'arabe pour elle, elle le présentait par le voile, parce que c'est une langue identitaire, religieuse, etc. Il y a un lien entre l'arabe et le Coran. Elle, pour le coup, c'est Bana. Bana, c'est elle que j'ai mentionné, qu'elle avait vraiment un rejet envers cette langue, qu'elle y croyait plus depuis la crise syrienne. Et du coup, Bana, elle me dit à travers son entretien qu'il me suffit que mes enfants arrivent à lire le Coran. Mais arrive à lire le Coran, ça veut dire arrive quand même à lire une variété de la langue très, très importante, très soutenue. Et ça veut dire, enfin, je pense qu'il y a un morcellement, il y a une sorte des tensions à l'intérieur de soi aussi. Et ils souhaitent à la fois ne plus parler cette langue, mais ils sont quand même très attachés à leur religion, et souhaitent continuer à apprendre le Coran. Et donc, à mon avis, l'arabe, si je peux dire, est protégé par l'enseignement religieux à l'intérieur de camp. Mais c'est pas suffisant parce que c'est pas, enfin, tout le monde n'a pas la même vision que Bana. Et le problème dans le camp, c'est dans l'éducation. Aujourd'hui, encore plus avec le Covid, le camp est dans un double confinement. Les écoles sont totalement fermées. Un enseignement à distance dans un camp de réfugiés, on peut imaginer ce que c'est. Il n'y a pas de tout d'Internet. Et donc, il y a un détachement, enfin, il y a un niveau qui se dégrade tous les jours par rapport à leur langue. Merci Amal. Alors, on approche des 10 heures, mais on a deux questions. Est-ce que ça te va? Est-ce que ça... Ok. Alors, une première question de Maxime Maréchal qui a été reprise aussi par James Scott. Donc, si vous voulez bien, je la condense. Une question sur les interprètes. Sont-ils salariés par les ONG et la défiance à leur égard est-elle partagée par tous les réfugiés du camp? Et pourquoi? Enfin, est-ce que tu as des explications? Oui, ils étaient souvent salariés, les interprètes, par les ONG. Au début, c'était pas un poste, il n'y avait pas un recrutement d'un traducteur, mais le traducteur, soit le personnel jordanien dans une ONG, soit un Syrien qui a un peu plus de compétences en anglais que d'autres et qui travaille déjà au sein de l'ONG. Donc, il travaille par exemple comme le chef de centre communautaire, mais il sait parler un peu anglais. Il vient quand il y a une délégation, il vient pour traduire. Mais au fil du temps, l'interprétariat ou la traduction est devenu un poste. Donc, l'ONG, enfin, chaque ONG a ses traducteurs.
Parfois, les traducteurs viennent des délégations, avec les délégations internationales. Ce sont des traducteurs déjà accrédités professionnels et viennent de l'extérieur. Mais moi, je parle souvent des traducteurs de personnel jordanien qui travaillent au sein des ONG et donc sont payés par l'ONG, ou les traducteurs syriens qui travaillent aussi au sein des ONG. Pourquoi? C'est une très bonne question. Des entretiens, ce que je peux dégager, c'est que, quand j'ai dit, par exemple, ils n'ont pas confiance envers les traducteurs jordaniens ou syriens, c'est pour deux raisons. D'abord, le niveau en anglais. C'est pas parce qu'on sait parler anglais qu'on peut être traducteur. Donc, le niveau en anglais ne permet pas à ces personnes de traduire correctement les messages. Et par exemple, l'habitant de Caen, ils le sont. Ils sont peut-être que ce qui sort n'est pas fluide, il y a beaucoup d'hésitation, par exemple, dans la façon de parler. Ils ont tous insisté sur le fait que les messages traduits ne sont souvent pas corrects. À mon avis, c'est pas que le traducteur ne souhaitait pas les traduire correctement, mais c'est juste qu'il n'a pas les compétences langagières nécessaires parce que c'est pas son métier de base. Il n'est pas traducteur de métier. Et il le fait parce qu'on lui demande de le faire. L'autre raison, c'est que les traducteurs syriens, non, les Syriens, les habitants dans le camp, avaient peur toujours des Jordaniens ou des Syriens qui travaillent au sein du camp. Pourquoi? Parce qu'ils disent des informations sur eux-mêmes. Et donc, ce sont des informations intimes. Et ces personnes-là, qui sont les traducteurs, sont des personnes qui vont rester dans le camp et vont potentiellement voir la même personne par la suite. Et donc, ça crée peut-être des gênes. C'est une petite communauté aussi. Tout le monde parle de tout le monde. Et donc, ils voulaient pas ouvrir, ils voulaient pas partager leur intimité avec d'autres personnes qui les connaissent aussi. Donc, je pense que ça, c'est une deuxième raison pour ça. Merci Amal. On finit sur une dernière question d'Isabelle PK qui te remercie et qui te dit, avant la crise en Syrie, quelles étaient les représentations principales concernant la langue anglaise juste avant la crise? Merci Isabelle. Et j'aimerais insister juste sur un petit point. Tout au long de ma thèse, je parlais aussi des habitants de Dera. Je n'ai pas pris la Syrie comme pays très développé aussi au niveau langagière et au niveau culturel. Mais je parlais vraiment de cette petite communauté qui vient d'une ville agricole et qui n'ont pas vraiment été intéressés par les langues étrangères. D'une façon générale, très très générale, en Syrie, on étudie en arabe, on travaille en arabe, l'enseignement supérieur est en arabe et la Syrie est le seul pays dans le monde arabe qui enseigne jusqu'à présent la médecine ou d'autres filières, notamment en sciences dures, en arabe, contrairement à la Jordanie, à d'autres pays. Donc l'arabe est fortement présent en Syrie, dans les discours politiques, etc., dans l'arabité, le nationalisme arabe. Et à Dera, il y avait l'enseignement de l'anglais et du français à l'école. Mais c'est un enseignement basique qui ne sert à rien. J'ai toute une partie aussi de ma thèse que j'analyse comment c'était la situation à Dera avant la crise. Donc, ils n'étaient pas du tout intéressés. Ce n'est pas une langue qui leur sert à travailler, à aller plus loin. Ce n'étaient pas des personnes qui souhaitaient sortir de chez eux, ils vivaient chez eux. Donc, l'anglais ne servait pas à grand-chose. Ce n'était pas non plus une langue où la réussite était obligatoire. Il suffit de passer cette matière avec peut-être 50, voire 45 et être récompensé par d'autres matières scolaires. Donc, c'était pas vraiment comme l'arabe. L'arabe, si on échoue en Syrie, même pendant notre scolarité, il faut répéter toute l'année. Il faut rattraper toute une année. Et donc, c'était pas au même niveau du tout. Et les représentations montrent qu'ils n'étaient pas très intéressés. Ils savaient que c'est une langue importante à apprendre, mais pas pour eux, pas dans leur contexte. Ok, merci infiniment Amal pour cette présentation vraiment passionnante. Merci beaucoup de nous avoir exposé tes résultats de recherche.
Merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi. Je crois qu'il y avait une cinquantaine de personnes. C'est super. Alors, avant de vous quitter, je vous annonce juste le prochain rendez-vous qui sera comme promis dans un mois. On aura la chance d'écouter à nouveau une recherche absolument passionnante d'un collègue qui s'appelle Aaron Arnold, qui s'intitule Ma voix, mon choix. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup d'être venu. Merci encore Amal. Et à très bientôt le mercredi 10 mars. Merci à vous. Merci infiniment de m'avoir invité à participer à ce webinaire.